Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman résistante, la maman de la jeunesse, de l'avenir de demain, la maman de la liberté, la paix de demain. Chers compatriotes, comme vous le savez toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se dire, nous avons des choses à se partager et nous devons nous informer. Alors, chers compatriotes, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Ici, chez nous, aux États-Unis, on appelait ça le week-end, le Memorial Weekend. Donc, c'était un très grand week-end, un très long week-end, d'où on a eu un petit moment de séparation, un petit moment de silence. Vous ne nous avez pas entendu, mais nous sommes toujours présents, nous sommes toujours aux aguets, nous sommes toujours dans le combat, rien à fléchir, rien du tout. Nous sommes toujours là avec notre peuple, nous surveillons, nous regardons, nous observons tout ce qui se passe à travers le monde. Chers compatriotes, la vidéo de ce matin, ça serait juste pour rappeler au monde des circonstances, des situations qui se passent, pour que à travers le monde, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont pourchassés, ceux qui sont en voie d'extermination par des complicités des Occidentaux, par des complicités de ce que nous vivons aujourd'hui, par ces institutions qui font la loi de deux poids, deux mesures, la justice selon le client, la justice selon leur vision, pas la vision du peuple, selon leurs intérêts. Alors, chers compatriotes, je vais vous passer des vidéos. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais plus vous passer des vidéos et après, si j'ai quelque chose à rajouter ou les analyses à faire dessus, je vais le faire. Mais j'aimerais quand même que le monde entier voie exactement ce qui se passe parce que nous savons tous aujourd'hui, dans le passé, avant l'heure du Verseau, nous étions souvent en train de se dire de faire confiance à nos bourreaux, à nos assassins, aux terroristes, aux gangsters, aux bandits, aux violents, aux barbares, comme l'ex-président de la France l'avait dit, que les Européens, pour ne pas dire les Occidentaux, les Européens, c'était un peuple violent, c'était un peuple rude, et je rajouterais, c'était un peuple fondé du terrorisme et tout, ils peuvent verser dans la barbarie. Donc c'est un peuple barbare. Donc nous nous étonnons pas de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les guerres que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les destructions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les génocides, les massacres. C'est juste l'enveloppe, ce sont des peuples qui se sont revêtus dans une enveloppe, ils se cachent dans une enveloppe qui nous présente comme à l'extérieur comme quoi ce sont des terroristes, alors que les terroristes, ce sont eux-mêmes. Nous allons d'abord commencer avec, je pense que dans le passé, je vous ai déjà passé cette vidéo, mais comme on dit toujours, on ne doit pas s'arrêter de se renseigner, de s'informer et de s'actualiser. Donc, nous sommes obligés de toujours revenir sur ça pour que vous voyez aujourd'hui pourquoi nous sommes en train de subir les guerres. Et mon frère Bernard Pongui le dit. Bernard Pongui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un résistant et c'est le gouverneur du pays, du 55e pays qui vient de se créer par une pétition, par la signature des pétitions des peuples Congo qui sont en voie d'extermination, les peuples qui sont du royaume Congo, qui, dans
on avait les Européens s'étaient regroupés à une conférence de Berlin en 1984, 1983, 1984 pour diviser ce royaume et diviser ce peuple où ils avaient pris des, ils avaient fait déjà des complots de pouvoir exterminer ce peuple dans le futur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Sans plus rien tarder, regardez, on va vous passer par où est commencé ces guerres, ces destructions. Même, je pourrais dire que même la guerre aujourd'hui de l'Ukraine provient de là. Alors, sans plus tarder, mes chers compatriotes, regardons ceci est dit par celui qui avait mené ces opérations à cette époque-là, ces opérations qu'on appelle les opérations turquoises. Les opérations turquoises, nous savons que c'était des Européens, des Français qui étaient partis pour soi-disant établir la paix à l'est de la RDC que eux-mêmes ils avaient créé, mais c'était plutôt eux-mêmes qui se transformaient en bande de terroristes, en bande des rebelles. Écoutez. C'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat à la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Non, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le souligniez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même, on a protégé leur fuite, et puis vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui était en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que c'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuelle RDC. Quelle a été la réponse à J'ai ce moment-là ? des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle.
Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bicécéro. Bicécéro est emblématique de l'intervention au Rwanda. Les camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Les camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte, cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR, qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que d'abord, c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre le génocidaire. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécéro. Oui, ces officiers Même si officiellement ces officiers se sont perdus. Bien sûr. C'est la version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense que eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qui s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom.
Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser. Oui, c'est vrai, je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens que ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier. Voilà, ça ce sont des témoignages, ça ce sont des témoins et des témoignages avec des archives que nous connaissons tous. Nous sommes pas, on ne va pas ignorer ce génocide des Tutsis. Et ce génocide de Tutsis a été mené pour emmener Kagame au pouvoir. Et Kagame aujourd'hui, quel est le rôle que Kagame joue aujourd'hui? C'est ce que nous sommes en train de voir. Il a la mission de détruire l'Afrique, de détruire l'Afrique entière avec d'autres présidents, avec d'autres présidents africains qui sont comme les Denis Sassou Nguesso, les Ouattara, les Bazoum aujourd'hui. Donc ce sont c'est l'impérialisme, le néocolonialisme, le colonialisme en plein 21e siècle, mais qui les actions sont posées par les personnes qui sont semblables, les personnes qui sont de cette même race, cette race qui est la race noire, la race africaine et la race du reste du monde, comme eux-mêmes ils le présentent. Aujourd'hui, ceux qui ont commis les massacres, ceux qui sont des responsables de ce qui se passe aujourd'hui, de la terreur, s'il faut le dire, qui se passe dans le monde, ce sont eux qui fixent des lois. Ce sont eux qui ont la justice en leur possession. Donc, ils victimisent, ils condamnent d'autres personnes qui sont des éléments ou qui connaissent les problèmes et pour les shutdowns, c'est-à-dire les museler, il faut leur faire peur, soit les assassiner, soit les menacer, les intimider, pour ne pas que ces gens-là puissent dire ce qu'ils savent de ce que nos bourreaux, que nous avons fait confiance aujourd'hui, on peut le dire. Si nous savons aujourd'hui, le monde va dans le sens que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais les vrais responsables, c'est l'OTAN. Les vrais responsables, c'est l'ONU. Parce que sinon, aujourd'hui, ces mêmes institutions qui sont censées établir la paix, juger les coupables, aujourd'hui sont incapables de fulfir le besoin des peuples maliens. Le peuple malien a demandé quoi? Qui est en train de mener la guerre aux Maliens? Pourquoi on mène la guerre au peuple malien? Pourquoi on est en train de mener la guerre au gouvernement d'Assimi Goïta, qui aujourd'hui n'a même pas versé le sang d'un individu? Mais voilà que ce sont ce peuple-là, c'est ce gouvernement-là qui est sanctionné à tout bout de champ. Mais Denis Sassou Nguesso, qui est responsable des milliers, des millions de morts, qui a massacré tout un peuple, son propre peuple, là où il est président. Mais il ne s'est jamais inquiété. Il n'a jamais été fait preuve de
de, 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 comment on appelle, de menaces ou de, de complaints, de plaintes aux Nations Unies. Mais contrairement à Assimi Goïta, qui aujourd'hui, qui est en train de faire la protection, qui est en train de gouverner au profit de son peuple, et c'est celui-là qui est à tout bout de champ, qui est insulté, qui est minimisé, qui fait preuve d'insultes publiques au niveau des Nations Unies et au niveau de la France-Afrique, au niveau de ces Occidentaux. Nous allons encore suivre la vidéo, les paroles qui viennent des membres des gouvernements ou des membres de la résistance du Mali pour voir comment est-ce que ces Occidentaux continuent à menacer le gouvernement d'Assimi Goïta. Pour eux, le gouvernement d'Assimi Goïta dérange alors qu'ils sont là avec des présidents qui sont au pouvoir depuis longtemps, dont ils violent les constitutions de leur pays, qui sont même écrites par leur propre volonté, qui sont écrites à leur image. Ils violent ces constitutions-là. Mais ces Occidentaux ne les condamnent pas. Ces Occidentaux ne les sanctionnent pas. Mais quand il s'agit d'Assimi Goïta, parce que l'Assimi Goïta ne fait pas la volonté, ne joue pas pour les intérêts de ces Occidentaux. Alors, chers compatriotes, nous allons suivre notre cher collègue de la résistance, Amina Fofana. On y va. Pour le Mali et pour le Congo présent, c'était un non-événement. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer cela? Ok, merci beaucoup, mon cher Abouakar Sidik. C'est-à-dire que je suis monté spécialement pour repositionner les actions des États-Unis, spécialement dans leur contexte. Parce qu'ils sont en train de jouer à un jeu de manipulation qui ne peut pas nous échapper. Donc, en fait, le nouveau projet de constitution dont le digne président patriote Assimi Goïta nous a demandé de vulgariser partout, c'est ça le véritable problème qui a fait en sorte que les Américains aillent prendre le dossier Moura de l'année passée pour l'exposer cette année. Or, pendant ce temps, la plainte que le Mali avait apportée contre la France à l'ONU, il y a aussi des exactions de l'armée française et de la MINUSMA même à l'intérieur. C'est pour ça, il y a beaucoup de raisons. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'ouvrir. Donc, je vais vous donner un simple tableau, quelques raisons, quelques articles, pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est un pays voyou qui fait de la dissimulation pour ne pas qu'on puisse comprendre quel rôle elle est en train de jouer et quel objectif elle veut atteindre. Donc, par exemple, le nouveau projet de constitution, je prends l'article 35, aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanction, user des pouvoirs qu'elle tient de la constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes ou de toute autre personne par favoritisme, corruption, constitution, trafic d'influence ou autre moyen. Ça met un frein à leurs politiciens corrompus avec lesquels ils sont en complot pour faire un coup d'État à Assimi Goïta, parce que ici, la corruption sera bannie, la corruption sera sévèrement punie. Donc, ça n'arrange pas leur classe politique qui attendent que Assimi soit renversé pour qu'ils puissent définitivement en finir avec le Mali et enterrer le Mali plus les Maliens. Donc, après cet article qui n'arrange pas la classe politique,
Je m'en vais lire l'article 41. L'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun droit de... Aminata est en train d'exploser parce que d'abord il y a un faux jeu et quoi qu'ils soient malins, ils ne sanctionnent pas directement l'État malien. Ils sanctionnent les instructeurs russes qui forment les officiers au Mali. Il y avait l'État malien, ils ont des relations qui sont en train de vouloir l'approfondir. Vous vous souvenez, la dernière fois, il y a eu une signature d'un fois disant qu'ils ont fait une publicité extraordinaire là-dessus. Ils sont en train de jouer, c'est très fin. C'est très fin, mais c'est un jeu très fin. C'est que dire d'une pertinence extraordinaire. Si vous bannissez la corruption, c'est fini. Ils ont que moyen, ils font comment? Parce que il y a ça que les gens ne savent pas. L'État le plus corrompu au monde s'appelle États-Unis. Ce n'est pas l'Ukraine. Les pays africains ne savent pas voler, c'est toujours. Les pays africains n'ont pas de problème. Ils ne savent pas voler. Quand tu ne connais pas voler, un professionnel du vol est même fâché de toi. Est-ce que tu l'as su? C'est pas un professionnel du vol, c'est quelqu'un qui vole sans qu'on le puisse l'attraper, c'est tout. Il se sophistique l'art du vol. Toi qui es un apprenti voleur, tu voles sauvagement à l'état brut là. Tu ramasses comme le ministre que nous avons en Afrique, qui vient dans des pays, détourne des milliards, font des détournements à l'état sauvage qui n'a même pas de sens. Il n'y a pas un État au monde qui est aussi corrompu que les États-Unis. Aux États-Unis, la corruption est légalisée. C'est légalisé. D'accord. Vous comprenez? Donc, quand les Américains peuvent faire te corrompre, ils ont un problème. Ils ne procèdent pas à la violence. Plutôt. Pas la violence. Allez, je vous conseille un excellent livre que vous devez lire. John Perkins. John Perkins, c'est défini comme un assassin économique. Quelqu'un qui a été utilisé par les États, par les Américains et les autres. John Perkins, pour aller faire ce qu'on appelle l'assassinat économique d'un pays, comment on détruit un pays économiquement et ses dirigeants. John Perkins vous raconte les mécanismes qui sont utilisés. Voilà, Madame Fofana est revenue. Alors, Madame Fofana, on a eu quelques soucis avec la connexion dans le cas de cette émission avec le Mali, avec Bamako. Est-ce que vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît? Vous êtes de retour. Bienvenue une fois de plus. Suivons pas. Madame Fofana, merci. Voilà, merci. Excusez-moi. L'article 41 du nouveau projet de constitution stipule que l'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun droit souverain qu'il exerce sur celui-ci. Donc, toute atteinte à l'intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté d'État. Ça met fin à l'accord d'Alger, parce que l'aménagement est là pour diviser le Mali en deux. Donc, l'exercice le vote de cette constitution va faire en sorte que la division programmée du Mali par l'Occident est neutralisée ici, à partir de l'article 41. Donc ça n'arrange pas l'aménagement, ça n'arrange pas les États-Unis. Alors l'article 42, l'État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire. L'exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l'environnement et dans l'intérêt des générations présentes et futures. Ça, cet article 42 ne fait pas plaisir aux Occidentaux impérialistes parce que quand ils se regroupent en bandes de criminels pour venir attaquer les pays, c'est exactement pour piller nos ressources naturelles. Donc la nationalisation de nos ressources nationales dans cette constitution, des articles qui n'ont jamais existé dans notre constitution coloniale de 92, mais vraiment des poux dans la tête des États-Unis et dans la tête de l'Occident en général. Donc le dernier article simplement que je vais vous lire, juste un dernier, mais qui n'est pas des moindres. Donc c'est le chapitre 3 du domaine de la loi et du règlement. C'est l'article 115. Il est écrit ici, le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. Donc, c'est écrit noir sur blanc ici que nous allons créer notre propre monnaie si jamais cette constitution est votée.
si jamais cette constitution passe, c'est la souveraineté totale et entière du Mali, parce que le dit président patriote Assimi Goïta a parlé de 3 principes. Il faut, pour avoir un partenariat avec le Mali, il faut respecter la souveraineté du Mali, il faut respecter le choix des partenaires du Mali, et il faut prendre en compte les intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. Donc, celui qui respecte ça, le Mali travaille avec toi. Celui qui ne respecte pas ça, le Mali ne travaille pas avec toi. Donc, cette dernière partie qui est la création de la monnaie, plus la nationalisation des ressources humaines, plus l'annulation de l'accord d'Alger, c'est ça qui met les États-Unis dans tous ces États. Sur l'affaire de Moura, c'est passé il y a 1 an. Donc, comme on doit faire la campagne de vulgarisation du nouveau projet de constitution, donc les États-Unis reviennent mettre sur la table le dossier de Moura qu'ils ont déjà en leur possession dans la plainte du Mali à l'ONU contre la France, contre les exactions de la France ici. Donc, ils savent tout ça. Mais ce qui leur font peur, comme les BRICS sont en train d'appliquer la dédollarisation, même des pays comme l'Iran qui ne sont pas encore dans les BRICS, comme l'Arabie Saoudite et plein d'autres pays, sont en train de faire leur commerce, leurs échanges hors dollar. Donc, ils ont beaucoup de banques qui partent en faillite. Ils ont, y compris aux États-Unis, y compris en Europe, et ça ne les arrange pas qu'un pays comme le Mali, qui va même aller en fédération en matière de création de la monnaie, puisse créer sa monnaie et que ce soit un exemple pour les autres pays africains. C'est de cela qu'il est question. Les États-Unis ne sont pas en train de faire ça parce qu'ils ont peur du renouvellement du mandat de l'aménagement, loin de là. La constitution, là, sera votée le 18. Donc, ces voyous sont prêts à tout pour déstabiliser le Mali. Ils envisagent un coup d'État. J'ai entendu l'autre jour qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, le type de harcèlement, de bassesse qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous empêcher, c'est-à-dire nous concentrer sur les agissements criminels de l'ONU qui sont connus, sur les agissements criminels des États, juste leurs propres agissements criminels. Mais en vérité, je viens de vous montrer la cause réelle du harcèlement et de la peur bleue de l'Occident quant à le passage du oui ou concernant cette constitution. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans tous leurs États, parce que le franc CFA, il est arrimé à l'euro. Et l'euro est arrimé au dollar. Si le dollar s'effondre, tout va s'effondrer. Maintenant, comme il y a la dédollarisation de l'autre côté, ils espèrent toujours, puisqu'ils prennent les Africains comme dans leur enclos coréen, dans leur enclos colonial. Donc, on a leur réservoir à ressources naturelles. Donc, ils comptent se rabattre sur les ressources africaines pour pouvoir garder leur puissance. Donc, dans ce fait, de ce fait-là, ils sont contrés par les BRICS et d'autres pays qui émergent, qui se désolidarisent de la violence occidentale, qui sont en train de faire la paix et qui luttent maintenant contre les diables réunis, et que les Africains, là où ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait se réveiller et mener notre lutte, et même penser à créer notre monnaie, sortir de leur esclavage, aussi sortent du franc CFA, leur ferment la porte, ça veut dire qu'ils sont foutus à jamais. Donc, c'est-à-dire que quand tu sors du franc CFA, c'est du dollar que tu es sorti, du système du dollar. Donc, ça veut dire que tu es en train de participer directement à la dédollarisation. Donc, la guerre particulière, tous les harcèlements que les États-Unis sont en train de faire, c'est pour essayer de noyer le poisson dans l'eau. C'est pour cela que si j'aurai le temps, je vais passer au Cameroun pour vous donner le projet de constitution pour que vous puissiez lire et voir à combien l'impérialisme ne peut pas accepter ça. The one thing that no one is telling seniors in 2023 is how they can get a dental allowance. Donc ça permet que le Mali ne soit pas divisé. Normalement, le vote sur l'aménagement, ça sera fait, fin juin. Or, ça sera voté le 18 juin. Donc, c'est dans ça, c'est ce terrorisme-là qu'ils sont en train de mettre en place pour nous harceler. Et sachez bien que ceux qu'ils ont sanctionnés, je connais certains d'entre eux qui sont très, très patriotes. Hein. D'ailleurs, quand l'Occident te sanctionne, on doit te féliciter. Ça veut dire que
ton patriotisme est plus que confirmé. Ce qui s'est passé à Moura, c'est fait depuis l'année passée. Et la victoire de l'armée malienne, c'est ça qu'ils ont essayé d'entacher. Donc c'est pour cela qu'ils ne sont pas en train d'ouvrir le dossier, la plainte du Mali à l'ONU. Donc juste pour dire que partout où on va parler des agissements de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union africaine, des États-Unis ou de la France à l'endroit du Mali, juste avant le vote de celui-ci, c'est une diversion pour qu'on ne parle pas de la véritable raison pour laquelle toutes ces organisations criminelles à la solde de l'OTAN se mobilisent contre le Mali et contre la Russie. Donc, je crois que le doyen disait, j'avais lu quelque part que Bakhmout, ils ont été chassés là-bas, soi-disant par Wagner. Nous, on a des instructeurs riches ici. Donc, il y a, les États-Unis, on se rend compte aujourd'hui avec la faillite de beaucoup de banques, de beaucoup de leurs banques, que c'est un géant, finalement, au pied d'argile. Parce que ça vit du braquage des ressources des autres pays, ça vit des taxes sur le dollar, ça vit de l'extraterritorialité du dollar. Donc, du moment où le dollar n'est plus, n'est plus dans cette situation, ça veut dire que les États-Unis vont tomber. Et si les Africains aussi se mettent à faire comme le Mali, qui sera en fédération, ça veut dire qu'ils sont finis. Donc, partout où on va parler de chasser l'ONU, de faire partie de l'ONU, d'ouvrir un débat sur les États-Unis, c'est ce débat qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. C'est ce débat que les USA, c'est-à-dire c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça qui les inquiète. Donc, il faut que partout où on parle de ces voyous, que l'on explique exactement pourquoi ils harcèlent le Mali et pourquoi que nous savons maintenant que toute l'Afrique, Inch'Allah, va prendre l'exemple sur le Mali et sortir du franc CFA, qui ne nous arrange pas, qui permet qu'ils introduisent les terroristes dans nos pays, qu'ils nous envahissent avec des armées soi-disant instructeurs ou, je ne sais pas, formateurs ou maintien de la paix ou n'importe quelle sorte de criminels. D'ailleurs, c'est à cause de la monnaie que ces impérialistes ont tué beaucoup de présidents. Il y a combien de présidents qui ont été tués? Le seul qui a échappé, c'est Laurent Gbagbo. Donc ça, c'est un truc très, très important. C'est une question de vie ou de mort pour le Mali. Donc c'est pour cela qu'ils sont sur notre dos matin, midi, soir. Et on va leur rappeler ça et dire ça aux Africains matin, midi, soir. Et qu'on doit soutenir la transition du Mali parce que c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur vie qui est en danger. Parce que chaque président patriote du temps des indépendants, nos présidents indépendantistes patriotes qui ont essayé, ils les ont tous tués. Donc ce qui est en jeu ici, c'est très très grand. C'est pour cela que j'ai demandé à monter sur le plateau pour expliquer la raison, la véritable raison de l'acharnement de ces voyous. Merci, Madame Amina Fofana. Vous avez tous entendu. Les explications ont été très très claires et d'ailleurs moi maman Olga, je ne fais que depuis que j'ai commencé cette lutte, surtout depuis que il y a eu la guerre de l'Ukraine, j'ai toujours eu la même version, j'ai toujours eu les mêmes propos. Aujourd'hui, c'est la vie, c'est Madame Amina Fofana dit c'est la vie des Maliens qui sont mis en danger. Non, c'est la vie du reste du monde qui sont mis en danger. Ceux qui ne se rangent pas du côté des Occidentaux, eh bien, c'est leur vie qui est en danger. Puisque ce sont ces Occidentaux, ce sont les institutions occidentales qui font la loi. C'est eux qui établissent la justice. C'est eux qui sont les juges. Donc, ils jugent selon la tête du client. Ils te condamnent selon leur volonté, selon leurs intérêts. Si vous êtes quelqu'un qui met leurs intérêts en cause, vous êtes leur proie, vous êtes leur ennemi. D'ailleurs, le président des États-Unis l'avait dit, le président Bush l'avait dit lors du 9/11, quand il y a eu l'attaque du 11 septembre. Le président Bush l'avait dit, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes notre ennemi.
Donc, ou soit vous êtes avec l'OTAN, ou vous êtes avec l'Amérique. L'Amérique représente quoi? L'Amérique, c'est l'OTAN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de manipuler les Européens, que les Européens rentrent dans l'OTAN pour qu'ils aient une force de pouvoir aller attaquer le reste du monde. Alors, si nous n'arrivons pas à comprendre ces stratégies, ces logiques que les Occidentaux ont mis en place pour détruire le reste du monde, mais nous serons des victimes et nous serons au service nous serons en danger. Sachez qu'aujourd'hui, on veut remplacer le reste du monde, on veut remplacer la race noire par les Occidentaux, par ceux qui sont en train de faire la loi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher au peuple malien ou au gouvernement malien? Qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement malien? S'ils peuvent mener autant de guerres, prendre autant de sanctions auprès du gouvernement malien ou au président Assimi Goïta. Mais qu'est-ce qu'il y en est de Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir pendant 40 ans? Pourquoi ils ne vont pas exiger à Denis Sassou Nguesso de démissionner? Ce sont eux qui sont en train qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, qui livrent les armes à Denis Sassou Nguesso pour lui permettre de commettre ces massacres et ces génocides qu'il a commis devant tout le monde. Qui n'est pas au courant du génocide que Denis Sassou Nguesso a commis auprès de son peuple? Et pourtant, il y a les lois qui sont là pour un gouvernement, un président qui massacre son peuple. Il y a des lois qui sont là. Mais pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est pas inquiété? Aujourd'hui, Kagame qui est le génocidaire des Tutsis, d'un peuple rwandais. Nous connaissons tous, même le film, il est là. Le massacre de l'hôtel Rwanda. Moi, je l'ai même vu ici aux États-Unis. Mais comment est-ce que Kagame ne s'inquiète pas? Kagame a même des responsabilités en ce qui concerne la gouvernance de l'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez voir des choses comme ça? Et vous voulez qu'avec ça, nous puissions respecter ces institutions? Avec ça, vous voulez qu'aujourd'hui, nous pouvons encore parler de ces institutions fiables? Nous autres, là, nous les mamans Olga de la Fédération Congo, aujourd'hui, notre peuple a montré sa volonté, demande quelque chose, dont les documents sont dans les bureaux de ces institutions, ces institutions internationales. Mais pourquoi ils retardent de donner la réponse à une demande d'un peuple qui est en voie d'extermination? Qui, vous savez, nous savons le coupable. Le coupable qui est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ces gens-là peuvent nous dire dans quel pays où il y a la démocratie, que la démocratie est vraiment est mise vraiment en valeur? Un président peut rester pendant 40 ans avec tous les crimes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais si Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas vu les Français être en dehors de leur pays parce qu'ils sont poursuivis par rapport à leurs opinions politiques. Nous n'avons pas vu les Américains aller dans un autre, se réfugier dans un pays parce que par leur opinion par leurs opinions politiques. Mais pourquoi les Africains se retrouvent en Occident? Parce qu'ils sont poursuivis par le gouvernement. Nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer au Sénégal par Macky Sall. Nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer au Zaïre. Aujourd'hui, le Zaïre, la RDC, est devenue la plaque tournante de comment on appelle, de l'insécurité. Si vous parlez contre le gouvernement le gouvernement très cher de Tshisekedi, ce sont les enlèvements. C'est devenu un pays, un chaos total. Nous sommes en train de voir des agressions, des tueries qui se passent en RDC par les hommes politiques. Vous pouvez comprendre qu'un homme politique qui est à l'Assemblée, soi-disant qui est couvert de l'immunité diplomatique,
mais qui est pourchassé, qui est obligé de fuir son pays, de vivre de vivre en cachette à cause de son franc-parler. Nous sommes en train de voir aujourd'hui Moukébaï. Ça fout bien que je ne peux pas parler je ne peux pas dire que je ne peux pas prendre leur exemple, mais je peux quand même parler d'eux en tant que les sénateurs, en tant que les gouverneurs. Je ne sais pas si ce sont gouverneurs ou quelle fonction qu'ils occupent au niveau. Ce sont au moins des députés, voilà. Ce sont des députés. Comment est-ce qu'on peut trouver on peut voir un député qu'on met en prison parce qu'il a fait une marche? Et ça, c'est une marche dans un pays démocratique, soi-disant démocratique, que cache Félix, que cache Tshilombo. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont venus nous dire que Tshilombo n'était pas élu. Il n'a pas été élu. C'est un compromis qu'ils ont eu à faire pour le placer là, pour les intérêts toujours de ces Occidentaux. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même que les Occidentaux là, nous disent, ces institutions-là qui sont en train de sanctionner le Mali, qu'ils viennent nous dire pour quelle raison. S'ils nous parlent d'ouvrir le dossier de Moura, mais eux, la MINUSMA, hein, l'armée des Nations Unies, ils étaient au Mali pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, nous avons vu l'insécurité qui a régné au Mali. Mais s'ils peuvent ouvrir le dossier de Moura, que eux-mêmes, ils ont introduit les terroristes pour aller mettre du désordre dans les pays des autres. Mais s'ils peuvent ouvrir ce dossier-là, ils veulent des explications dans ce dossier-là. Mais quand on est pour Denis Sassou Nguesso, qui est le chef, le criminel palpable du génocide du Poul, qui son propre conseiller est venu le dire haut et fort, nous avons tué dans le Poul, qui a avoué ses crimes, mais qui est honoré par les institutions françaises, hein? Qui fait preuve d'une condamnation dans la justice française. Mais aujourd'hui, il rentre en France, mais il ne s'inquiète pas. Toute sa famille est en France là-bas, mange aux frais du gouvernement, aux frais du contribuable, sans s'inquiéter. Alors vous voulez vous moquer de qui? C'est quelle loi que vous voulez faire valoir aux gens? C'est quel droit que vous voulez faire valoir aux gens? Cette justice, nous sommes tous au courant de votre complicité, de votre complot, de vos lois, de votre complicité, hein, de votre complicité que vous menez aujourd'hui. Et grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, que nous sommes tous au courant de ce qui se passe, mais malgré que nous sommes en train de le dénoncer, au lieu de vous corriger, au lieu de vous maintenir, mais vous voulez jouer au gros, vous voulez jouer au gangster. Ce que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de jouer du gangster. Donc aujourd'hui, ne condamnez plus, fermez toutes les prisons. Parce que chez vous, vous ne voulez pas accepter. Vous êtes allé déstabiliser la Libye. Mais personne n'est condamné à ça. Vous êtes allé déstabiliser l'Irak. Vous êtes les destructeurs du monde. Mais vous avez le droit de le faire. Mais les autres n'ont pas le droit de se défendre. C'est pas normal. Donc c'est pour ça que nous invitons les peuples. Nous invitons les peuples africains, nous invitons le reste du monde. Réveillons-nous pour nous défendre. Nous sommes les seuls responsables de notre survie. Nous sommes les seuls responsables de notre survie. Si nous croyons ce que nous avons cru, ce que nos anciens nous ont fait croire avant, qu'il fallait aller voir la communauté internationale, cette communauté internationale, nous avons vu, c'était nos ennemis. Cette communauté internationale, ce sont nos bourreaux. C'est pour ça que rien n'a marché dans nos pays, parce que ce sont eux-mêmes qui étaient les semeurs de troubles.
Ce sont eux-mêmes les terroristes. Comment vous voulez qu'ils puissent combattre le terrorisme ou les rebelles que lui, le président, le secrétaire des Nations Unies est venu dire que les rebelles à l'est de Rwanda étaient plus armés. Ils avaient des armes plus sophistiquées. Mais ces armes-là, ces rebelles-là, comment est-ce que ces rebelles-là obtiennent des armes? Dans leur maquis là-bas, ils n'ont pas quand même les usines qui fabriquent les armes. Comment voulez-vous quelqu'un qui vit en cachette, quelqu'un qui évite la milice, qui évite la police, qui évite l'armée, peut se balader, peut se réveiller dans la nuit ou bien je ne sais pas à quel moment, aller brûler tout un pays, aller détruire tout un village. Et c'est ceux qui sont là pour faire faire la sécurité ne les attrapent pas. Et ces gens-là le font depuis des années. À qui on veut faire croire ça? À qui on veut faire croire ça? Prenez seulement le discours de George Bush Jr. et à Biden. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes nos ennemis. Mais cette guerre-là était déjà déclarée depuis. La chasse contre les autres du monde était déjà lancée depuis à ce moment-là. Bien que la chasse était déjà lancée pour les pays africains depuis 1883. Depuis la conférence de Berlin, la conférence des Congo, ça c'était déjà des plans qui étaient déjà bien établis à faire disparaître les peuples africains. Mais récemment, ce qui s'est fait, quand Bush a parlé de vous êtes avec nous ou vous êtes nos ennemis, et Biden a repris la même chose, mais c'est ça qui est en train, c'était déjà une déclaration de guerre qui s'adressait déjà aux Russes, parce qu'ils voulaient que les Russes puissent s'aligner à eux, comme les Occidentaux ont fait. Et comme les Russes ne l'ont pas fait, donc c'était déjà les déclarations de guerre. D'où ils ont manipulé les Européens à rentrer dans leurs institutions de l'OTAN pour avoir cette force d'aller attaquer la Russie. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour comprendre pourquoi est-ce que les Russes sont des victimes de cette guerre, pourquoi les Russes, les Occidentaux sont en train de s'acharner sur la Russie. Affaiblir la Russie pour que le reste du monde soit anéanti. L'OTAN, c'était une menace américaine aux Européens pour faire fléchir les Européens. Donc les Européens sont rentrés dans le coup et voilà maintenant l'OTAN qui est derrière l'OTAN, ce sont les Américains. Donc les Américains ont voulu toujours avoir la domination sur le reste et pour ça, pour avoir plus de pouvoir, il fallait qu'ils entraînent les Européens dans leur institution de l'OTAN, qu'il y ait beaucoup de pays qui rentrent dans l'OTAN parce que l'OTAN ne devait même plus exister. Depuis que la deuxième guerre était finie, puisque l'OTAN était une institution qui était créée pour sécuriser les guerres, et puisque cette guerre-là était finie, l'OTAN aussi devait s'arrêter. Mais pourquoi l'OTAN a commencé à continuer? C'est parce qu'il voulait avoir cette domination que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre et on va pas arrêter de vous le dire. L'OTAN n'est pas notre ami, ce sont nos ennemis qui sont là, qui profitent de leurs règles, qui profitent de leurs lois pour dominer sur le reste du monde. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Ils s'acharnent sur le Mali.
Il s'acharne sur le président Assimi Goïta qui n'a même pas pris les armes pour aller tuer son peuple. Mais voilà comment ce que ces gouvernements, voilà comment ce que l'OTAN et l'ONU s'acharnent sur le Mali qui, aujourd'hui, le peuple malien a choisi son gouvernement. Donc, pour eux, c'est eux qui doivent mettre leurs éléments, leurs agents pour mater sur les peuples, parce que c'est un gouvernement qui fait la volonté des peuples, qui font la volonté des Occidentaux, doit être contre son peuple, doit travailler pour les intérêts des Occidentaux. Et quand vous travaillez pour les intérêts des Occidentaux, vous faites souffrir votre peuple. Vous faites souffrir votre peuple. Les Occidentaux sont venus chercher, piller nos matières premières. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Nous avons hérité que des guerres que nous avons aujourd'hui. Nous avons hérité que les morts de nos leaders, les morts de nos peuples, la destruction de nos peuples, depuis qu'ils sont dans notre continent. Comme venait de le dire Madame Amina Fofana, quand vous faites la volonté de votre peuple, vous êtes ennemi des Occidentaux. Pourquoi aujourd'hui ils mettent autant de temps de répondre aux attentes de notre peuple de la Fédération Congo? La Fédération Congo a signé la pétition. La Fédération Congo a fait savoir qu'est-ce qu'ils veulent de ce pays. Ils veulent un nouveau pays, le 55e pays. Pourquoi ils tardent? Pourquoi ils tardent à répondre à la Fédération Congo? Nous n'avons pas... Pourquoi aujourd'hui ils sont incapables? Vous pouvez vous rendre compte. La Fédération Congo prend les dossiers des génocides du plan Mouébara, qui eux-mêmes ils sont au courant de qu'est-ce que couvre le plan Mouébara, de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, sans eau, sans offrir de l'eau potable à son peuple, ni les hôpitaux, ni qui a détruit les institutions éducatives, qui est incapable d'offrir de l'électricité à son peuple, 40 ans au pouvoir, mais qui a des armes, qui a détruit l'armée nationale. Aujourd'hui, le Congo n'a que la milice. Ce que Félix est en train de vouloir installer en RDC, un gouvernement qui a la milice et qui a encore sous d'autres groupes qui se baladent avec les machettes pour massacrer son peuple. C'est ça vous appelez la démocratie? Denis Sassou Nguesso protégé par les institutions internationales. Quelqu'un qui n'a jamais respecté aucun engagement, qui a mis son pays à genoux. Le Congo est surendetté, mais nous avons des fonctionnaires, nous avons les hommes de l'État qui ne sont pas payés pendant des années. Mais Denis Sassou Nguesso est là. Denis Sassou Nguesso, on confie des missions de paix à Denis Sassou Nguesso alors que dans son propre pays, il est incapable d'établir la paix. On veut nous prendre pour qui? Et ça, on ne veut pas que nous puissions parler. Nous allons parler jusqu'au bout. Vous nous avez interdit vos médias, vous nous avez interdit vos chaînes, mais nous avons saisi nos réseaux sociaux que vous avez critiqués autrefois pour informer notre peuple. Alors, chers compatriotes, ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. C'était pour venir partager ces messages-là avec vous. Nous invitons tous les peuples africains de se lever et combattre cet impérialisme qui est un danger pour les peuples africains, qui est un danger pour les peuples Congo. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Le peuple gagne toujours. Continuez à signer massivement la pétition de la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique créé par la volonté de ces peuples Congo. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis.